Ce webinaire est un webinaire très spécial, non seulement parce que c'est le dernier de la série, mais aussi parce que nous faisons, nous bouclons la boucle cette fois. On a commencé la série avec le thème régénérer nos relations à l'intérieur de nous-mêmes et avec l'environnement. Maintenant, nous terminons avec l'importance de la souveraineté alimentaire et le pouvoir de la nourriture de nous réunir et de servir l'histoire et la culture, préserver plutôt. Nous avons un, des, de merveilleuses conférencières avec nous ce soir. Vous allez trouver tous les enregistrements des webinaires sur le site web de Régénération Canada. Cet événement a été rendu disponible par l'appui de Agriculture et Agroalimentaire au Canada et tous les partenaires et les personnes qui font en sorte que ce projet puisse se faire. Nous allons donc les présenter. Angel Beda sera notre modératrice de la soirée, l'animatrice, et elle va euh, euh, modérer cette conversation avec en y mettant beaucoup de cœur, comme elle fait toujours. Et elle va présenter les conférencières. Alors, j'ai le grand plaisir et honneur d'avoir pu animer certaines de ces conversations. C'est une belle série très inspirante et émouvante. Je suis contente de pouvoir participer à cette conversation ce soir sur le thème régénérer nos racines. Je suis ici dans l'est de l'Ontario sur une ferme. Notre ferme, c'est les territoires traditionnels de plusieurs groupes autochtones, dont les Huron-Wendat et les Haudenosaunee. Je suis très inspiré de pouvoir vous présenter Sunshine et Emily Morris et de pouvoir d'écouter leur périple. Sunshine est née à Beijing, en Chine, et elle habite à Ottawa maintenant. Elle a une blonde beaucoup d'histoires. Elle a aussi fondé en 2021 le Tea Garden. Euh, elle est biologiste de la conservation et interprète de sa communauté. Cette ferme écologique est un endroit pour des légumes divers, des conversations communautaires sur la nourriture et des liens. Elle est organisatrice pour le East Asia Earth Village, où les gens de l'Asie de l'Est font de la co-création. Je donne la parole à Sunshine. Merci. Merci beaucoup, Angel. Ami, je suis nerveuse, mais j'ai décidé quand même de me présenter et de vous parler d'un projet passionné de Libo et de moi-même et aussi de notre fils âgé de 16 ans que nous avons lancé il y a environ une décennie. Il y a eu beaucoup d'échanges avant cette séance, cette session, mais en tant que membre de la communauté BIPOC, euh, le thème déraciner, re-raciner la culture et le mycélium est un thème me tient à cœur. J'appelle Ottawa chez moi depuis 7 ans. Nous avons donc notre ferme écologique et notre cuisine de fermentation à la ferme communautaire Alimentation Juste, environ 13 kilomètres à l'est de la colline du Parlement. Et, est-ce qu'on peut voir la suivante, s'il vous plaît? Parce que mon fils et moi, nous sommes en voyage d'apprentissage pendant la semaine de relâche et je suis ici sur le territoire traditionnel du peuple Lenape, autrement nommé Manhattan. Et là où je vais, j'essaie toujours de rencontrer ou de découvrir les plantes indigènes. Ça,
Alors, de, euh, c'est une feuille de sassafras, et je pense qu'il est ce travail, le centre de nappe fait un travail extraordinaire pour travailler sur ces questions qui sont inconnues de la plupart des visiteurs, des touristes dans cette région du monde suivante. Donc, notre petite ferme s'appelle Tea Garden et elle est enracinée dans la sagesse traditionnelle qui dit que l'agriculture est une forme d'art. Avant que mon conjoint et moi, mon conjoint, ici, on le voit avec de l'art calligraphique. Le mot agriculture veut dire faire grandir. Le mot veut dire art, mais l'origine de l'art remonte à l'agriculture, à- donc on voit dans le centre des gens qui cultivent, qui nourrissent une plante. C'est l'origine de l'art. L'art découle de l'agriculture. Il s'agit de réapprendre cet art asiatique de la euh, croissance, de la culture. C'est la racine de notre petit jardin. Nous avons commencé en 2015 dans le comté de Bruce, sur la rive du lac Huron. Et, euh, et nous avons déménagé à Ottawa, à Algonquin, en 2017. Donc, au début, on n'avait pas beaucoup de connaissances, de savoir en matière d'agriculture. C'était tout un périple d'apprentissage. Donc, nous sommes très reconnaissants envers les gens comme Eugene et Joshua qui nous ont hébergés pendant les 2 premières années d'apprentissage de l'agriculture. Il y avait beaucoup de mauvaises herbes dans nos champs pendant les premières années. On les a encore. On les reconnaît, plusieurs d'entre elles, comme des plantes traditionnelles, des herbes, en fait, de la nourriture qui arrive de tous horizons. Et donc, nous avons décidé de continuer de permettre certaines de ces mauvaises herbes à pousser dans notre système semi-direct. On les encourage aussi afin de pouvoir les récolter. On peut commencer à récolter de la salade du mois de mai jusqu'en décembre parfois. On appelle ça la salade de la diversité. À chaque semaine, elle a plus de 15 légumes. Peut-être que vous reconnaîtrez certains de ces légumes dans votre jardin. Quand on les mélange, c'est euh, c'est vraiment bien. Quand Régénération Canada a tenu un événement, euh, on a servi notre salade. On essaie donc de, de franchir les barrières entre ce qui est de la nourriture et ce qui ne l'est pas. Et on essaie de le faire aussi de manière écologique. C'est très bénéfique. Cela nous permet de prolonger les saisons, de, euh, d'avoir de nouveaux traitements provenant de ces différentes. Dans nos jardins, c'est une culture très écologique. Ça, c'est nos systèmes horticulturels. C'est une imitation du système de jardinage des trois sœurs et euh, euh, il y a les courges et les fèves sont originées d'Amérique. Ils sont partis dans le monde, dans le nord de la Chine, de la Sibérie, et cette fève-là a développé. Euh, c'est une très tendre, surtout pour la cosse. C'est c'est quand même en chair aussi, là.
C'est l'une des nombreuses variétés d'haricots. C'est l'une des meilleures performances de notre jardin et on en vend beaucoup aussi. Alors, le jardin des Trois Sœurs regagne en vie dans notre espace. Nous avons d'autres espèces, des melons, des courges, des gourdes et des courgettes. Euh, il y a plusieurs traditions. Il y a le melon amer, euh, que l'on considère par tradition une plante médicinale par la diaspora africaine et également dans plusieurs pays asiatiques. Le louffa, c'est pas juste bon pour dans le bain, mais le jeune louffa est comestible et présente beaucoup d'avantages. Ça vous nettoie de l'intérieur vers l'extérieur. Opa, c'est une calebasse et la courgette spaghetti euh, et Tombosino, c'est la même espèce que la butternut, mais elle a été élaborée comme un cadeau généreux. Ça pousse en abondance et on peut le couper et ça va repousser. On peut le couper et régénérer un mucus sur surface coupée ainsi et ça ne moisit pas. Une des belles démonstrations du pouvoir de guérison des plantes. Ils poussent tous en symphonie dans le jardin pendant la saison. Sur ce système de trellis, il y a des centaines de treillis, des centaines de fruits qui sortent à chaque fois en fonction du système de treillis. En plus de pousser les légumes, nous faisons beaucoup de fermentation. Nous en faisons et nous véhiculons la tradition. La lactofermentation, c'est l'art suivant le kimchi, le choucroute et plusieurs des légumes lactofermentés. Ces méthodes de préservation partout dans le monde. Dans notre ferme, présente plus de 20 versions de fermentation au cours de la saison. Ça aide vraiment à bien garder les éléments nutritifs. On utilise ce qui est disponible localement tout en empruntant des cultures, traditions culturelles de partout du monde. Mais c'est une art qui se perd, alors je cherche à véhiculer ces connaissances via le partage. À la fin de chaque saison, nous organisons une euh, récolte communautaire d'une plante autochtone en Amérique du Nord appelée le topinambour. C'est pas en anglais on dit Jerusalem artichoke, mais finalement c'est pas un artichaut. Ça rassemble plusieurs gens de plusieurs différentes cultures. Donc, les discussions, c'est comment peut-on faire qu'une plante qui est tellement importante sur le plan culturel que soit plus disponible. On la voit pas souvent dans les épiceries. Davantage de gens doivent la connaître. Ça s'entrepose bien, on peut les manger crus, on peut les cuire, on peut les fermenter. Alors, cela fait 4 ans que nous faisons ça. Euh, nous faisons une récolte communautaire qui indique la fin de la saison de culture est également une discussion très animée au sujet de ce que l'on peut faire localement sur le plan de la souveraineté alimentaire. Je vais m'arrêter là. Merci. Oh, c'est génial. Quelle belle présentation à Chi Garden. Merci bien. Ah, mon ordinateur a fait un crash, alors si je disparais soudainement, je vais passer à mon téléphone. Je l'ai ici. Merci bien. Emily Boyce est la directrice de programmation environnementale de Planète Canada qui unit
des systèmes de connaissances occidentales et autochtones via une vision à deux visions. Son patrimoine est français irlandais dans le territoire, surtout Mohawk, dans l'Est de l'Ontario. Elle fait partie de Healing Place depuis près de 3 ans. Bienvenue, Emily. Bonjour, merci bien. Oui, je veux dire un peu au sujet du projet Healing Place. J'ai quelques diapos. Je vais bien voir si je peux les mettre à l'écran. C'est toujours bizarre lorsqu'on essaie de partager toute la présentation. Et là, et là, l'écran. Vous devriez avoir la permission de partager, de faire le partage. Je vais voir. Je vais voir, je vais faire la présentation des diapos. Voilà, je pense que ça marche. Vous voyez ça, c'est ça? Alors, The Healing Place, euh, le, euh, le nom en mohawk algonquin et en français aussi. Vous les avez dans ces quatre langues-là. Je saute à l'autre. Alors, juste pour mise en contexte des origines de The Healing Place, je vais vous parler du site même un peu plus tard. Par après, ce groupe appelé le groupe de travail des Premières Nations de l'Est de l'Ontario. Alors, c'est un grand groupe qui continue, plusieurs différents organismes qui travaillent dans l'Est de l'Ontario, qui œuvrent sur les enjeux environnementaux auprès des groupes autochtones et, et également auprès des groupes environnementaux. Chris Craig est l'un des groupes membres fondateurs, mais je ne pense pas qu'il est disponible. Il ne s'est pas présent encore, alors malheureusement, on n'entendra pas de lui. Il a plusieurs belles connaissances. Larry McDermott est un membre fondateur, directeur général de Plenty Canada, mon patron. Et voilà, l'idée qui a déclenché l'idée pour Healing Place, c'est le fruit. En fait, c'était censé être un projet de compensation du carbone via la plantation d'arbres. Et là, c'est devenu un projet avec un envergure plus large, axé sur la réconciliation, mais notamment la réconciliation avec le territoire. Je peux en dire plus long plus tard. Euh, euh, cette explication-là fait partie du récit. Lorsque le projet euh, a commencé, c'était un regroupement de plusieurs différentes organisations qui travaillent ensemble, autochtones et non autochtones, et des gens et plusieurs personnes avec des différents parcours qui travaillent ensemble. Et on s'est devenu évident que le groupe devait prendre du recul et œuvrer sur sa gouvernance et comment juste le groupe allait travailler comme partenariat avant de continuer. Alors, les partenaires non autochtones tu as pressé, travaillé sur des échéanciers occidentaux, ne voyait pas dans le sens plus large des choses. Alors, on devait prendre du recul de la formation que Larry a offert à tout le groupe, tout le monde impliqué. C'était fait volontaire, mais tout le monde s'est rassemblé pour faire cela. Alors, tout le monde l'a pris ensemble. C'était la gouvernance que l'on a instaurée pour le partenariat. Vous voyez que c'est basé sur plusieurs des ententes wampum, si vous ne les connaissez pas. C'est des façons que les communautés autochtones font des ententes. On fait des ententes entre eux depuis des milliers d'années. Et également des ententes avec des personnes non autochtones aussi, avec la couronne, le gouvernement. Il y a également eu ces ententes-là. Alors, il y a toujours une ouverture traditionnelle, on passe la plume.
Vous connaissez sans doute cela. Une gouvernance flexible, consensus parmi tous les groupes et une fermeture de l'événement, une clôture de l'événement. C'est pour montrer que le partenariat, c'est pas juste, c'est pas juste organisé euh, du jour au lendemain. Ça fait beaucoup de travail. Alors, vous pouvez voir je peux voir mon curseur à l'écran. Tous les partenaires sont sur l'emblème. Il y a South Nation Conservation, Algonquin, Piscawagan, First Nation, Plenty Canada, First Ontario, Ontario Power Generation, et c'est le Conseil Mohawk de Assosasni. Il y a beaucoup de symbolisme dans cet emblème-là. C'est une autre procédure qui a pris beaucoup de temps et d'efforts, ah, même juste arriver à créer l'emblème. Et je vous explique encore une fois la mise en contexte, l'origine du site. Le site The Healing Place est un endroit à la fois sur des terres, dans les territoires traditionnels algonquins et Mohawk, une zone où les deux nations se servent, une zone où les deux nations auraient pu faire le troc ensemble, une heure au sud d'Ottawa. Alors, c'est dans le paysage entouré de fermes. C'est au nord du Saint-Laurent, et directement entre le fleuve Saint-Laurent et Ottawa. C'est un territoire partagé. Alors, il y a des nations Mohawk et Algonquin en partenariat qui œuvrent sur ce projet. Ça, c'est très intéressant et c'est très spécial. Comme je l'ai dit avant, c'est plus que juste une plantade, de planter ou cultiver. C'est un projet sur la réconciliation entre les humains et avec la terre. Voilà. J'aurais dû attendre pour vous indiquer l'emplacement ici. Alors, c'est la délimitation du terrain. C'est un terrain donné par quelqu'un. C'est un ancien champ agricole. Alors, en fait, la maison de Bruce est là. Alors, Healing Place a ouvert officiellement en 2020, septembre 2020, via un événement de réconciliation et de planter pour le changement climatique. Voilà. C'est une liste de la plantation initiale d'arbres qu'on a réussi à faire. Tout le site à la carte est assez large. Ça comprend le jardin de guérison, également une grande zone de plantation d'arbres et beaucoup d'herbes, de zones de prairies et d'herbes. C'est un schéma du jardin de guérison. Le site principal du site, lorsque l'on visite, lorsqu'on rend visite, voilà, ça représente ce qu'on a fait. Tout ce qu'il y a ici, tout ce que l'on a mis ici a un sens. C'était une collaboration entre les communautés Mohawk et Algonquin. Et souvent, les communautés autochtones ont euh, des traditions différentes. Il peut y avoir des ressemblances, des similarités, et aussi des thèmes qui sont autant de fils conducteurs. Donc, il y a des éléments ici qui viennent des traditions mohawk, d'autres des traditions algonquines et d'autres qui sont assez similaires entre les deux. Par exemple, les sept grands-pères, parfois on les appelle les sept dons, les sept dons de la grand-mère. On voit qu'il y a le chemin des 13 lunes de la grand-mère. Donc, ce sont les 13 arbres, les sept arbres ici dans une cerceau intérieur. Dans le centre, il y a euh, euh, un jardin des médic- mé- médicaments traditionnels comme le tabac. Donc, vous voyez le papillon ici. Ça, c'est le jardin du papillon pour se souvenir des enfants. Il y a des plantes ici
qui ont été des médicaments traditionnels pour enfants, ou comme des fraises qui sont agréables pour les enfants. Le papillon est un peu à l'envers dans cette photo, mais c'est un peu ça, comme ça que l'on l'a mis, ce code, ce secteur, le secteur des trois sœurs. On plante le maïs, les haricots et la courge ensemble, mais il y a souvent d'autres choses aussi, beaucoup de tomates et différents types de haricots, des pommes de terre et d'autres éléments aussi, d'autres. Donc ça, c'est le jardin principal de la nourriture. Vous voyez les quatre directions. Voici une photo du site. Ça, c'est une photo prise à l'automne de 2023 lors de l'événement de la récolte. À chaque automne, il y a un événement de la récolte où il y a beaucoup de gens qui viennent de la communauté. On essaie de faire venir aussi des écoliers, des ados. Souvent, ils viennent aussi au printemps pour nous aider à semer. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs groupes courts du secondaire qui sont venus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de récolter le jardin. Nous sommes aussi en train de compléter le jardin du papillon. Vous voyez cette partie qui était déjà mise en place. Il y a aussi euh, le topinambour qui pousse dans le jardin des enfants. Si Chris Craigwood était là, il dirait que sa communauté l'appelle pomme de terre indienne. C'est une plante indigène qui est utilisée ici depuis longtemps. Et un autre aspect intéressant de ce site, on a trouvé une pierre dans ce autre secteur ici, à gauche, là où on a planté les arbres. Et on a trouvé une pierre à moudre que les peuples autochtones utilisaient pour moudre. Donc, il y a comme des preuves archéologiques de l'utilisation de ce site à une certaine époque du passé. Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est une photo prise par drone. Ça, c'est lors du même événement. On voit des gens qui dînent à l'ombre. C'est un site assez ouvert, mais le périmètre est planté en cèdre. Donc, on espère que ça deviendra un site un peu plus euh, tranquille, parce que c'est quand même un site qui est situé le long de la route. Ça, c'est la vision à long terme. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce soir. Je donne la parole à Angel. Merci. Merci, c'était très intéressant. J'ai éteint ma vidéo parce que j'ai un peu de problème avec l'Internet. Merci beaucoup de cette belle présentation. En dépit de ces gens qui sont arrivés à faire du bruit. Donc, c'est un bel espace et j'ai hâte à nos échanges. J'ai déjà quelques questions pour vous. Des questions qui défilent dans l'ordre thématique. Une question d'abord sur le fait d'être enraciné. Ça va. Une question pour Sunshine. Tu as parlé du livre Breeding Sweetgrass comme une inspiration. Est-ce que tu peux parler de ton expérience d'être à l'écoute de la terre et des gens? Tu es une nouvelle arrivée qui a dû se déraciner pour ensuite se reconnecter au mycélium de cet endroit. Donc,
Comment est-ce que ce travail de la de l'agriculture de petite échelle, comment est-ce que cela a soutenu votre travail? D'avoir travaillé, avant de venir au Canada, d'être venu au Canada, euh, on était on travaillait avec des ONG de l'environnement, Libo et moi, pendant beaucoup d'années. Et ce que l'on avait décidé quand on a décidé de venir au Canada et de commencer notre nouvelle vie, c'est que l'on allait utiliser plus nos mains, que l'on allait être moins des écologistes de fauteuil et être plus enracinés. On voulait vraiment toucher le sol, cultiver des choses sur le sol. Et aussi, on voulait être enraciné dans la communauté. On est venu au Canada sans savoir beaucoup sur le pays. Comme nouveaux immigrants, on est passé par plusieurs séances d'initiation qui nous présentaient le pays, son économie et plusieurs aspects de sa communauté, sa citoyenneté, mais très peu d'informations pendant cette période d'un an, quand on nous a informé que l'on pouvait venir depuis que l'on nous a informé qu'on pouvait venir jusqu'au moment d'arriver. Il y avait très peu d'informations sur les peuples autochtones. Nous sommes arrivés à Toronto et on a emprunté un endroit où on pouvait vivre qui est dans un village de Mildmay, le village de Mildmay. Euh, C'était la maison d'une amie et on voulait donc être enraciné et bien comprendre le type de communauté auquel nous étions arrivés. Notre fils avait 5 ans, il allait à l'école et on allait euh, pendant 2 heures pour visiter différents endroits. On a utilisé la carte euh, agricole et culinaire de Bruce Gray afin de pouvoir rencontrer les agriculteurs, les marchés du producteur, les endroits qui servent aussi de la nourriture. Et aussi, on est allé voir la centrale nucléaire, la plus grande du monde, de Bruce Gray. Tout cela nous a permis de comprendre ce qui allait nous confronter comme agriculteurs euh, euh, qui cherchaient à s'insérer dans ce marché. Mais on ne savait pas à quel point on était chanceux d'avoir accès à la terre seulement 6 mois après être arrivé en Ontario. Nous avons connu en allant à la centrale nucléaire, nous sommes, nous sommes allés à une ferme qui s'appelle Philosopher's Wool. Qui utilise, qui en fait, euh, qui prend de la laine et fait de très beaux chandails écossais. 6 mois plus tard, on pouvait commencer à travailler la terre, à la préparer sur cette même ferme que l'on avait visitée quand on s'est perdu en chemin pour la centrale nucléaire. Je ne sais pas combien de tout cela est un accident et combien est le fruit du karma, mais je sais que le fait d'explorer avec intention parfois peut nous amener à des endroits difficilement imaginables. C'est comme cela que nous avons commencé notre carrière comme agriculteur. Et même ce mot mycélium, ce mot que j'ai appris après avoir commencé l'agriculture, comprendre la différence entre les bactéries du sol et
et la mycoflore. On savait très peu sur cela, mais avec intention et avec assiduité, nous avons pu, je crois que c'est le mycélium qui nous a amené à l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Tu as mentionné aussi le livre Braiding Sweetgrass. Je ne sais pas si vous voyez le livre. Bon, quand je voyage, j'ai les deux versions avec moi. La nouvelle version traduite en chinois et la version originale en anglais. Je les lis côte à côte afin de savoir que les pratiques autochtones, le fait de savoir que les pratiques autochtones sont connues autour du monde en, en version traduite est vraiment très, très beau. C'est une belle réponse. C'est un de mes livres préférés aussi. Alors, Emily, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de la guérison, de fait de réparer les relations entre nous et la Terre? Quel a été l'aspect le plus surprenant pour toi en travaillant avec les différentes essences d'arbres, pin, chêne, les fraises et d'autres plantes que vous avez utilisées? On a mis beaucoup de plantes sur le site maintenant. J'ai essayé de réfléchir à tout cela et je crois qu'il y a beaucoup d'aspects intéressants. On apprend des personnes autochtones qui sont impliquées dans le projet, leur savoir des plans, connaissance des plans traditionnels, surtout Chris Craig. Lui, c'était toujours inspirant de l'écouter. Euh, un aspect intéressant et peut-être un des aspects difficiles du site est que, bon, c'est un ancien champ agricole qui avait été travaillé assez intensément pendant longtemps. Donc, c'est un site assez sec. Le sol n'est pas extraordinaire. Et donc, notre travail comprend la régénération. Il y a eu des échecs, des arbres qui n'ont pas survécu parce que le site était trop sec. Il a fallu replanter certaines choses, mais je trouve que au fil des ans, nous avons quand même commencé en 2020, donc ce n'est pas. Donc, depuis quelques années, on a vu des améliorations en, en ajoutant des nutriments, de la diversité au site. On voit que ça s'améliore assez lentement. C'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup. Également beaucoup de panneaux poisonneux sur le site. Alors, on doit faire éliminer beaucoup de mauvaises herbes. Alors, on cherche à voir comment limiter les mauvaises herbes et encourager les plantes natives et indigènes de pousser. Alors, prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de travail. La régénération, voilà, c'est ça le mot. Régénérer le site et la partie de réconciliation aussi. La réconciliation avec la terre et investir de l'amour et de la relation. Voilà, c'est ça notre objectif. Alors, un autre élément intéressant que nous faisons, certaines des espèces d'arbres, des espèces caroliniennes plutôt que boréales avec le changement climatique en l'esprit. Plusieurs personnes, notamment les communautés autochtones, songent à la migration assistée, disons.
Bon, le changement, le climat sur ce site-là va être quoi dans 50 ans? Ça sera plus chaud. Ça ne sera pas le même climat. C'est une sorte de test, c'est un site pour l'expérimentation. C'est un petit site avec quelques arbres. C'est une autre chose que l'on explore en fonction du changement climatique. Alors voilà, c'est l'un des éléments importants et intéressants. Une autre chose, bon, vous nous avez demandé qu'est-ce qui me frappe ou qu'est-ce qui me surprend. C'est pas forcément au sujet des plantes comme telles, puisque nous faisons un effort d'impliquer des écoles dans le coin. On fait venir des élèves, des enfants et des adolescents, fait qu'ils travaillent sur la terre. À chaque fois, surtout les plus jeunes dans l'école élémentaire, quel enthousiasme! Incroyable! Lorsqu'ils plantent, c'est tellement enthousiasmé de mettre une petite semence dans la terre. À mon avis, ça m'a surpris en fait, la première fois que je l'ai vu. Moi, j'aurais peut-être cru, bon, les enfants, ça, ces enfants-là, peut-être que aujourd'hui, ça les intéresse pas beaucoup. Mais la plupart d'entre eux ne sont peut-être probablement pas très expérimentés avec les semences cultivées, travaillent à l'extérieur sous la chaleur du soleil. Mais ils ont été tellement heureux et tellement ravis de planter et tellement ravis d'apprendre. Alors, les équipes aussi, les adolescents aussi, parfois, c'est un enthousiasme qui transparaît moins. Mais quand la météo est bonne, on a fait une journée de planter où c'était de la pluie, beaucoup de pluie. Il n'était pas ravi d'être là. Mais, somme toute, les enfants ont été très enthousiastes euh, de faire quelque chose à l'extérieur, sur la terre, entretenir une relation avec la terre. Cela a été, bon, ça m'a surpris un peu. C'est une belle surprise quand même. Voilà, voilà quelques notions un peu éparses. Oui, j'aime bien. Alors, euh, ça vous a frappé, votre réaction à apprendre au sujet des plantes et des gens sur le site, apprendre la patience, l'amour, la souplesse, la résilience et un enthousiasme innocent. C'est très beau. Ah, c'est curieux. Même les enfants qui n'ont pas eu d'expérience de la Terre, ils ont vraiment envie de cela. Ça, c'est notre mère, on appartient ici. Je l'ai vu à plusieurs fois dans mon travail en agriculture urbaine, chez les jeunes qui avaient des difficultés comportementales, disons. Ils se calment, ils s'allument lorsque leurs mains sont dans le sol. Des enfants qui avaient beaucoup de difficultés sur le plan de manger leurs légumes et à la fin, ils mangeaient les carottes goulûment parce qu'ils les avaient poussées eux-mêmes, parce ils mangent ce qu'ils ont poussé. C'était très beau. Merci. Alors, la prochaine question, son sujet de bâtir la communauté. Shannon, parmi les belles initiatives communautaires que vous avez lancées via Tea Garden, votre cuisine et lactofermentation inspirent beaucoup, tout comme la culture régénératrice. C'est de travailler en partenariat avec les microbes. Ça donne accès à des cultures, ça nous nourrit, ça nous rassemble. C'est quelque chose qu'on fait souvent en collaborant avec les autres. Pouvez-vous nous parler un peu de comment pousser des légumes asiatiques et organiser des ateliers de fermentation a été une forme de croissance en communauté pour Chi Garden? Oui, certainement. Je veux dire une chose en réaction à ce que disait Amélie. Notre fils, il est maintenant adolescent, même lors de les années de la pandémie, lorsqu'il ne pouvait pas aller à l'école, il était surtout à la maison. Autant Mossad qui peuvent devenir, passer du temps sur la ferme, même ils nous disent non, je ne veux pas aller. Dès qu'ils viennent, et les poules, avec les poules, et tout sur le sol, ils passent beaucoup de temps là.
et sans trouver cela monotone. Je pense que les enfants, la nature des enfants, c'est d'être connectés à la terre de façon automatique. Merci de partager cela. Quant à la fermentation, lorsque je raconte une histoire sur comment on a commencé à raconter Bruce, le premier marché, c'était le marché des fermiers de Kincardine, dans le comté de Bruce. Euh, c'est dans le petit village où nous habitions. Génial. Je sais pas là où j'en étais. On a dit je vais dire qu'on a eu l'idée de faire de la fermentation, et on a commencé. Même si la fermentation en Amérique du Nord semble devenir de plus en plus populaire depuis les dernières quelques années, c'est un art ancien pour préserver la nourriture, et pour allonger la saison et de créer de nouveaux éléments nutritifs dans notre climat, les moments très froids de l'année. C'est un art ancien pour préserver la nourriture et très fonctionnel aussi. Cela permet aux gens avec les moyens limités de survivre à la saison non agricole. Ils ont accès aux éléments nutritifs et aux fibres. La fermentation a commencé en Ontario rural. Plusieurs personnes n'ont jamais entendu parler de kimchi. Maintenant, nous vivons à Ottawa et on voit encore des gens qui disent des choses au sujet des aliments lacto-fermentés. Est-ce que c'est sain? Euh, Est-ce que ça cause le cancer? Est-ce qu'ils sont trop salés? Il y a plusieurs questions au sujet des avantages pour la santé en matière de la fermentation, tout autant que de la curiosité. J'ai grandi à Beijing, c'est dans la partie nord-est de l'Asie, là où la culture de la fermentation partage beaucoup avec celle de la Corée, du Japon, la Sibérie. Pas juste les légumes, mais également des boissons, le kombucha et kvass, et toutes des techniques vraiment anciennes d'utiliser ce qui existe localement. En faisant la fermentation je dois interviewer les membres de ma famille. Et dans les montagnes du sud-ouest de la Chine, et mes frères au Vietnam notamment et au Tibet. On peut emprunter plusieurs de ces connaissances traditionnelles-là euh, sur le plan de la préservation alimentaire, euh, parmi tous les légumes. Souvent au marché de fermier, il y a des choux verts. Tout le monde apporte des choux verts. D'énormes quantités de choux verts. Et c'est également une façon d'éviter de faire concurrence avec nos collègues fermiers qui travaillent fort. Trouver une autre façon d'utiliser ces excellents légumes. Nous avons emprunté une culture du Népal, les régions montagneuses. Ça s'appelle une choucroute, le chou vert de la montagne. Permet euh, une, un chou vert de se rétrécir, perdre beaucoup de sa humidité avant de la fermenter. Trois brasses de chou vert euh, dans une bouteille. C'est également très utile pour les nomades. On peut les apporter dans la montagne. Ceux d'entre vous qui aiment la lactofermentation savent que la procédure produit beaucoup de umami, de la saveur qu'on n'associe pas d'habitude aux légumes verts. Mais par l'entremise de la fermentation, les microbes permettent à cela d'arriver. Ça, c'est en collaboration avec la nature. Tout pareil, tout comme il y a des microbes dans le sol, et ça rend des microbes dans votre corps et dans l'air. Toutes ces collaborations-là, de façon magique, permettent le chou vert, la fermentation du chou vert, c'est l'un de nos produits fermentés qui vendent le mieux. Il y a plusieurs livres sur la fermentation qui disent non, 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 le chou vert, c'est pas la peine pour
de les fermenter, ça va pas bien marcher. Je pense qu'on doit explorer que font les gens de la montagne, que font les gens dans les climats froids sur le plan de la préservation des aliments. L'apprentissage interculturel nous a permis d'avoir qu'une curiosité lorsqu'on a énormément, une énorme culture, on cultive d'énormes quantités, on veut pas gaspiller quoi que ce soit. On veut vraiment explorer comment on peut s'en servir. Alors, ces connaissances-là, lorsqu'on le véhicule à la communauté, nous offrons des formations. Je préfère ne pas les appeler des formations. C'est un partage finalement. Et c'est à la fois un apprentissage et un enseignement en même temps. Parce qu'à chaque fois, lors de ces sessions-là, j'apprends quelque chose des membres de la collectivité. Les gens disent, ah oui, ma mère faisait ça. Mais on n'a pas fait cela depuis bien longtemps. Et là, ils partagent certains récits de la famille. Alors, je pense que c'est plus que juste enseigner une technique, mais également permettre à la discussion d'avoir lieu parmi des gens qui, en provenance de tellement de cultures, dans le domaine agricole canadien, on ne permet pas cette discussion-là d'avoir lieu suffisamment souvent parce que l'agriculture, diversité agricole ne reflète pas la richesse culturelle de nos communautés. Il y a un tas de choses à faire et la fermentation n'est qu'une voie à endosser. Merci. Merci beaucoup. J'adore l'idée que la fermentation soit liée aux histoires, aux récits de la communauté et je veux vraiment apprendre à faire une choucroute au kale. Je suis sûr que c'est délicieux. Emily, peut-être que tu peux parler un peu d'un thème qui a été soulevé la semaine dernière, la nourriture comme don sacré et non pas comme droit. Je me demande comment cela a affecté la programmation du jardin chez le lieu de guérison. Ouais, c'est une très bonne question. C'est une perspective que j'ai dû apprendre. Mon patron, Larry McDermott, qui est algonquin de la Première Nation Chimagajouan, le dit souvent quand il parle de la souveraineté ou la sécurité alimentaire, parce qu'il a été impliqué dans plusieurs projets de ce type. Et on lui demande souvent d'être conférencier. C'est l'un des messages qu'il communique à chaque fois. qu'il, de la perspective de Larry et de plusieurs personnes autochtones, il y a souvent beaucoup de discussions autour de la sécurité alimentaire, le droit à la nourriture, le droit à l'alimentation, mais lui, il dit toujours qu'il voit la nourriture comme un don sacré. C'est peut-être une distinction subtile, mais je pense que ça change un peu la perspective quand on y réfléchit. Je me répète un peu, mais il s'agit d'une relation avec la terre. La nourriture est un don, un cadeau de la terre. Nous ne sommes pas séparés de la terre, nous faisons partie de la nature, de cette relation, des relations aux plantes, aux animaux qui sont aussi de la nourriture. C'est donc un aspect fondamental du lieu de guérison. Tous les aspects de la réconciliation et des relations. On fait ce travail et j'adore
cadeaux, les dons que la terre nous donne en retour. Et peut-être pas pertinent au jardin, mais c'est la même chose pour les animaux. Les animaux qui peuvent devenir nourriture. Et quand on mange un animal, qu'il faut aussi reconnaître le don sacré représenté par cette vie animale. Ça aussi, ça fait partie de la relation avec la terre que nous, les êtres humains, doivent entretenir. Quand on récolte, quand on plante, quand on travaille sur la terre, on voit une belle relation, une relation de don mutuel. Si on donne quelque chose, c'est un don, c'est un cadeau. Euh, donc, j'aime bien ces notions de réciprocité et de reconnaissance. C'est quelque chose qui est souvent perdu dans les modèles agricoles de nos jours. La réciprocité et les relations sont des pierres angulaires de cette conception de la nourriture comme don. C'est très profond. Shan, est-ce que tu peux nous parler un peu de la souveraineté alimentaire? Emily venait de parler de cela. Comment est-ce que ta conception de la souveraineté alimentaire a changé depuis le début de votre ferme et quel a été la- l'impact sur vos objectifs? Nous voici au début de la saison de culture de 2024. Je vais répondre question à l'envers. Donc, nous voici au début de la saison agricole de 2024. La ferme et la serre sont déjà sont déjà très actifs, euh, actives. C'est le jour, c'est les mois les plus chauds euh, de l'histoire. Ça va être une année difficile. Les agriculteurs le disent à chaque année, mais ça va être une année difficile. Euh, en termes d'irrégularité climatique et aussi en termes de l'économie et le fait que bien des gens ne pourront pas avoir accès aux aliments locaux. Les agriculteurs font face à cela un peu partout. Pour moi, la souveraineté alimentaire est devenue au fil des ans une question de non pas de combien nous pouvons produire, mais comment ou combien nous pouvons distribuer et rendre accessible. Cette année, en tablant sur toutes les leçons et expériences apprises, nous allons essayer d'offrir de nouveaux apprentissages sur le partage de nos connaissances sur la préservation des aliments et aussi sur l'utilisation des légumes que l'on trouve au marché du producteur. Comment est-ce que l'on peut s'en servir pour se nourrir? Je crois que l'on va mettre un accent accru sur cet aspect-là en- sur le fait d'utiliser nos propres légumes, mais aussi sur ce que les autres fermes peuvent produire. Par exemple, peut-être que nous ne réussissons pas à produire le chou napa, mais nos collègues réussissent, et donc il faut toujours euh, compter les uns sur les autres. Euh, quand viennent les moments difficiles. Aussi, il faut éviter les déchets alimentaires. Le tiers de ce que nous produisons n'est pas utilisé. Comment peut-on éviter ces déchets, ces pertes, étant donné cette courte saison agricole que nous avons au Canada? Et une autre résolution est de rejoindre d'autres agriculteurs et agricultrices BIPOC. Euh, je disais que souvent, quand on assiste à des réunions,
ou des échanges, les agriculteurs noirs de couleur et autochtones sont plus silencieux. On n'est pas représenté dans ces espaces et on y va moins souvent. Mais c'est pour cette même raison, il faut se présenter, il faut rejoindre d'autres agriculteurs et agricultrices noirs de couleur et autochtones. Si vous êtes consommateur, allez rencontrer la personne qui vend un légume que vous n'avez jamais vu. Posez la question, quel est ce légume? Pourquoi est-ce que vous le produisez? Comment est-ce que l'on s'en sert? C'est bénéfique pour la productrice, et pour la consommatrice aussi, de, d'élargir nos connaissances et d'aller lorgner ailleurs, de découvrir de nouveaux territoires. Il y a tellement de surprises. On a adoré un moment où on a eu une première culture vivace. Euh, que vous allez trouver dans plusieurs espaces de fleurs, mais c'est aussi, euh, il y a tellement d'utilisation de l'ail chinois ou la ciboulette chinoise euh, qui pousse dès le début de la saison et toutes les parties de la plante sont utilisables. Une fois, des consommateurs de l'Afghanistan sont venus. Elle a vu la ciboulette chinoise et elle a dit, ah oui, je le reconnais parce que eux aussi, ils ont cette culture. Essayez donc de partager, de sortir un peu de votre zone de confort. Si tout le monde le fait, nous allons passer à travers ces incertitudes qui s'en viennent un peu mieux. Merci, Sunshine. J'apprécie beaucoup euh, que le thème des relations, de bâtir des relations revient avec chaque réponse. Donc, il s'agit finalement d'élargir la zone de confort, d'agrandir la zone de confort afin de reconnaître et de découvrir d'autres aliments. Merci beaucoup. Emily. C'est une question un peu longue qui résume un peu certains aspects que nous voyons sur le site web. Plusieurs personnes ont dit que notre système alimentaire n'est pas brisé. Il fonctionne très bien la manière qu'il a été conçu pour les gens qui doivent qu'ils doivent profiter. Et cela nous parle de l'histoire du colonialisme et de la destruction de la souveraineté alimentaire autochtones. Allez voir sur le site du lieu de guérison, donc, la destruction des plantes, des animaux, des semences, la terre, tandis que les systèmes traditionnels autochtones euh, 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 faisaient de la récolte très prudente des terres et des eaux sylvestres. Ces pratiques continuent à obliger les personnes autochtones à aller sur des réserves et abandonner leurs pratiques traditionnelles, comme par exemple la récolte du riz sauvage. Donc, je me demande si tu peux parler du rôle de la production et du partage des aliments et des médecines, et des médicaments traditionnels. Comment vous avez vu des transformations dans cet espace? Comme tu as dit, oui, c'est important. C'est une histoire importante qu'il faut connaître. Si on veut parler de la souveraineté alimentaire autochtone, eh bien, ça, c'est la réalité de son état actuel. Euh, il y a eu la destruction délibérée d'une bonne partie de cette souveraineté. Et nous avons une page sur le site de Plenty Canada qui résume un peu cette histoire assez bien. Je peux mettre un lien pour de discussion.
dans le chat. Donc, ce sont des résultats de la colonisation. Tout le monde doit l'accepter que les personnes autochtones n'ont pas d'autre choix, mais tous les allochtones doivent donc faire un effort pour comprendre que nous vivons sous la colonisation maintenant. C'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui a été réglé et qui maintenant, mais c'est quelque chose qui est encore vif, encore actuel. Donc, la souveraineté autochtone a été détruite, vraiment. Donc, tu as parlé de présenter certains exemples de l'interdiction de certaines pratiques, par exemple la culture et la récolte du riz sauvage, ou bien l'interdiction de ces cérémonies, de ces rites. Plusieurs de ces cérémonies ont été bannies. Euh, la chasse et la pêche aussi. Par exemple, le traité de Williams de 1923, qui devait à l'origine permettre aux gens de chasser, d'aller à la chasse et à la pêche sur ces terres. Le gouvernement a décidé de ne pas le permettre. Donc, les générations de ces peuples ont perdu la possibilité de le faire. Ces gens sont encore aux prises avec ce problème. C'est pas quelque chose que l'on peut régler d'un coup. Tout le monde vit avec les résultats de cette politique. Il y a beaucoup d'histoires à remonter, euh, à surmonter. C'est une histoire assez récente. Le gouvernement a émis présenté ses excuses pour le traité de Williams et sa mauvaise interprétation. Euh, et donc, il faut continuer il est important de réitérer ce contexte-là. Si on parle de rebâtir la souveraineté alimentaire, ce n'est pas une mince tâche. Euh, c'est plus que juste avoir de la nourriture. Et j'ai ouvert le site et je vais vous le lire parce que je pense que c'est ça le résume bien. La souveraineté alimentaire autochtone affirme l'importance culturelle de manger des nourritures qui ne sont pas juste des éléments nutritifs qui font partie d'encadrement culturel qui comprennent les relations culturelles et d'empathie qui reflètent l'importance de la souveraineté alimentaire pour les peuples autochtones. C'était souvent une composante principale avec les traités négociés auprès de la couronne. C'est pourquoi c'est dans le traité Williams, par exemple. Alors, faire qu'il y ait des nouveaux liens, c'est vraiment important. C'est au sujet de la nourriture, de nouveaux liens avec la terre, de nouveaux liens avec la culture et de rebâtir un tas de choses qu'on a perdues. Et alors, The Healing Place, c'est un exemple très petit de cela. Nous cherchons à offrir des occasions pour ça, ainsi avoir plusieurs plantes culturelles, un endroit complètement ouvert pour les gens. Tout le monde peut venir. Ah, c'est en quelque sorte accessible de la part de la communauté autochtone urbaine à Ottawa. C'est pas trop loin. La notion, c'est que on espère que les gens puissent venir à ce site et vivre certaines de ces plantes-là et avoir une relation pratico-pratique avec ces plantes-là. C'est une petite étape, oui, mais je pense que c'est un bon exemple, un excellent exemple de choses qu'on peut faire. Et c'est mené par la communauté. Les collectivités autochtones sont surtout ceux-là qui mènent les efforts de récupération pour faire revivre ces choses-là dans leur collectivité. Ça doit être mené par eux avec le soutien pour les gens dont ils ont besoin. Il y a plusieurs choses comme ça qui se passent en ce moment. Dans le Canada, un projet séparé à ce sujet.
qui a présenté différentes activités au cours des dernières années. Moi, j'étais moins impliqué avec celui-là, mais nous avions un projet où les coordinateurs de projet ont interviewé des gens dans plusieurs différentes collectivités à travers l'Ontario et dans tout le Canada, en fait, au sujet de la souveraineté alimentaire, les initiatives à cet égard et certaines des réactions à la pandémie de la COVID-19 et l'évaluation de l'efficacité. Finalement, il y a plusieurs travaux qui en ce moment menés par les collectivités autochtones. Et on devrait les soutenir afin qu'ils arrivent à le faire. Et The Healing Place est un bel exemple, un petit exemple, mais un bel exemple. Merci bien, Emily. Merci, j'apprécie beaucoup. On comprend bien que euh, et- un programme, un problème de telle ampleur, mais on doit quand même continuer d'œuvrer à cet égard. Les efforts doivent faire l'objet de soutien et de célébration. Et cela me rappelle une histoire que vous avez partagée. Finalement, vous devez choisir de planter des arbres toujours. Voulez-vous partager ce récit-là sur organiser une tournée, une visite culturelle dans le comté Bruce? Avant la pandémie, étant donné mon rôle à long terme d'organisatrice pour la diaspora de l'Asie de l'Est, euh, des cultivateurs, des gens qui œuvrent pour améliorer le bien-être écologique, j'ai organisé des visites d'études afin que les gens puissent venir au Canada pendant l'été, afin qu'ils puissent visiter des endroits et des gens qui consacrent beaucoup d'énergie en ce qui a travers ces projets-là. Lorsqu'un des groupes est venu en 2016, il me semble, nous avions une journée d'été et nous allions aider dans le jardin communautaire dans la Première Nation Oshipunique, dans le comté de Bruce. Je disais euh, au commencement du jardin que c'est une collectivité qui est très près de Bruce Power. Euh, euh, la centrale nucléaire, c'était sous l'ombre, en fait, la discussion sur enterrer les déchets nucléaires. Alors, ce projet s'appelle un dépôt profond géologique. Alors, il y avait un plan, c'est d'enterrer euh, euh, les déchets nucléaires vraiment creux, à 1 kilomètre du lac Huron, tout près du bassin versant des Grands Lacs, en forant dans la roche. Et c'est avec ce contexte-là que nous devions visiter la communauté et planter des jardins communautaires, également sensibiliser les gens et d'arriver à bien comprendre comment ça, ils vont. On a on a réservé une autobus scolaire afin qu'on puisse se rendre à la réunion à la communauté du jardin communautaire devant l'église, en fait. Et euh, à 20 minutes d'attente, j'ai appelé la personne. Je dis désolé, mais nous voulions, parce que vous veniez de loin, nous avons une soupe au maïs et de la nourriture préparée comme on fait d'habitude avant de commencer pour planter. Mais puisque notre communauté a eu un décès tragique d'une jeune personne qui s'est suicidée avant notre arrivée, nous ne pouvions pas faire ça. Alors, plusieurs des membres n'avaient pas un niveau linguistique suffisant, alors on a dû le traduire. On a quand même décidé, sachant cela, de planter des arbres parce que la collectivité était tellement occupée avec des euh, et,
semis leurs plantes se décherchaient et il fallait les planter. Cet après-midi-là, il y en avait 17. D'entre nous, on a planté 200 arbres dans le jardin communautaire, sachant qu'il y avait tellement de souffrance et tellement de difficultés. Et d'après ce que je comprends, ce n'était pas la première fois que ça va arriver dans cette année-là. Cela indique la réalité que connaissent certaines collectivités autochtones. Et il me semble que même avec des capacités linguistiques limitées, avec cette incertitude qui plane avec l'énergie nucléaire, les déchets nucléaires et cet événement tragique, nous avons planté des arbres. Et quelques jours plus tard, ils ont publié sur la page Facebook au sujet de combien que c'était tellement important pour un groupe qui est venu de tellement loin. Ça sauvait les arbres finalement. Ils n'auraient pas survécu parce que elle était très chose finalement. Nous devrions toujours planter des arbres. On devrait toujours aider. Et de cette façon, ça nous aide aussi. Ça transforme qui je suis. Ces visites-là m'ont transformé. Un autre jour, on s'est rendu à une autre nation Oshinogobigue. Euh, il y a un aîné nommé Simon et il nous a menés dans un bosquet. Andrew, vous mentionnez les arbres. Amélie, disiez que tous ces arbres, que plusieurs des arbres, euh, avec le savoir autochtone, il y avait un arbre qui est tellement cher. Ça s'appelle le trembling aspen. J'adore les arbres qui ont une feuille sous forme de cœur. Et trembling aspen en est un. Ce que Simon a partagé, c'est lorsque votre cœur est troublé et vous ne savez pas quoi faire avec toutes les difficultés dans le monde, vous vous mettez dessous un trembling aspen. Ils sont tous liés les uns à côté d'autres, du tremble finalement. Alors, c'est un bosquet et on se met dessous pendant les journées d'été et on peut sentir tous ces cœurs, on peut entendre tous ces cœurs parce qu'ils tremblent et ils vous parlent. Et c'est comme ça qu'on trouve, qu'on se console et qu'on retrouve la guérison. Il y a tellement de nos frères et sœurs non humains qui sont prêts à nous aider, mais on doit être prêt à écouter. Je pense que toutes ces expériences-là euh, ont, ont transformé ma vie. En tant qu'agricultrice, nous poussons les légumes, nous vous présentons de la courge, mais c'est 90% de l'eau. C'est une eau sacrée. Je prends de l'eau de mes champs vers vous. C'est pas juste des éléments nutritifs, c'est lié à toutes les autres formes d'eau. C'est lié au bosquet de Tremble. Ça nous aide à traverser les moments les plus difficiles parce qu'on n'est jamais seul. Merci tellement. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune meilleure façon de clore la discussion que l'image de cœur qui tremble sous les trembles afin de se reconnecter et aux connaissances, au fait que nous ne sommes pas seuls. On peut se présenter, on peut continuer de faire des œuvres dans l'ombre de l'énergie nucléaire et du deuil et des torts de la colonisation. On peut encore choisir de planter des arbres et de se soutenir à travers les langues, à travers des milliers de kilomètres. Il y a toujours une façon de faire des progrès à l'avenir. Euh, J'avais une belle question dans le chat. Emily l'a répondu. Si les gens veulent regarder, si vous avez d'autres questions, euh,
Nous avons 2 minutes. Ah, il y a une question. Pour Sun Chan, vous avez mentionné qu'avec l'hiver chaud et sec, vous attendez à une saison difficile. Avez-vous l'intention de faire les choses différemment? Merci, Alexander. J'ai l'impression que c'est une question pour l'époux et moi-même. L'époux est le jardinier principal, c'est lui qui fait une bonne partie de la main-d'œuvre, souvent c'est la résilience. C'est d'observer plus et de planter moins. Même avec quand la météo est mauvaise, les choses poussent. Mais il faut savoir observer ce qui pousse où et chercher à reproduire ce que la nature pousse avec un cœur plus ouvert. Notre jardin est assez sauvage et moins planifié, mais je pense que cette observation-là et cette acceptation-là nous fait traverser des moments euh, parfois de façon inattendue. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'était encore une année où on va chercher à être aux aguets et s'intoniser et de permettre les choses de se passer à nous. Les choses poussent toujours, sans faille, mais pas forcément comment on veut les diriger. Oui, merci. Je me rappelle que votre jardin, vous utilisez beaucoup une méthode de semencement naturel, de permettre ceux qui poussent des graines des semences de l'année précédente. C'était déjà une belle étape vers la résilience. Merci. C'était une belle façon de clore la discussion. L'observation des cœurs ouverts nous font traverser les épreuves. Les choses poussent sans faille. Pas forcément de la façon qu'on le veuille, mais de la façon que la nature le permet. Si nous sommes observants, si nous fassions preuve, euh, soyons attentifs. Il y a des discussions dans le chat. Alors, j'aimerais bien inviter Emily et Chan. Avez-vous un mot final pour les gens? Moi, je vais écrire dans le chat nos coordonnées et aussi des initiatives qui ont lieu à la ferme communautaire Alimentation Juste, donc des programmes de guérison, alimentation pour les enfants, l'expérience de la nature. Donc, vous pouvez venir à la ceinture de verdure d'Ottawa, vous promener et visiter toutes les organisations et initiatives et les initiatives qui se font dans ce même espace agricole. D'accord. Alors, il y a déjà des liens dans le chat vers la page sur le lieu de guérison. Donc, allez visiter ces sites si cela vous intéresse. Si vous aimeriez venir nous voir, c'est ouvert. On peut venir nous rendre visite n'importe quand. Vous n'avez pas à demander la permission. C'est techniquement la propriété de South Nation Conservation. Donc, c'est un site public. Je peux vous donner un lien dans le chat euh, qui vous indique les coordonnées dans Google Maps. Si vous voulez assister à un événement, vous pouvez aussi vous inscrire pour la liste d'envoi de Plenty Canada et vous saurez quand des événements ont lieu. Il y a généralement un grand événement de la récolte à l'automne. Et si vous voudriez vous impliquer davantage, on essaie de s'organiser pour faire de l'entretien pendant l'été, des herbages,
Donc, je vais mettre mon courriel aussi dans le chat. Comme ça, vous pourrez me rejoindre si jamais vous aimeriez participer de cette façon-là. Ce sera plus facile de s'échanger par courriel. Et vous pouvez aussi venir voir le site n'importe quand. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Emily, je pense qu'il faut faire la, la fête du désherbage du panais sauvage. Nous sommes des pros. C'est juste après euh, la, la pluie. Il faut porter les gants et c'est les manches longues. Mais venez, faites le travail. Ça, j'aiderai avec ça.